fait plaisir de vous présenter le fruit d'un travail qui n'est pas complètement terminé, abouti, mais presque. Donc, qu'on a fait avec quelques autres collaboratrices qui sont ici dans la salle. Donc, sur ce travail de documentation de l'intervention réalisée dans les 2 à 3 mois qui ont suivi la fusillade au Centre culturel islamique de Québec, il y a eu donc Lucienne Martins-Borges, qui est fondatrice du SAPCIR à Québec, le service d'aide psychologique spécialisé aux immigrants et réfugiés, ainsi que Lucille Langlois, qui est gestionnaire au sein de la capitale nationale, liée aux thématiques de l'interculturel notamment. Et il y a Maria, qui a présenté plus tôt, Boya Lodetti, qui a été une étudiante auxiliaire sur ce projet, ainsi que Laurie Arsenault-Paré, qui a aussi contribué à la collecte de données. Donc, on va retourner 2 ans, finalement, en arrière, un peu plus. Se rappeler brièvement ce qui s'est passé dans la ville de Québec, donc il y a 2 ans et quelques, la manière dont ça a marqué finalement la vie de... Tantôt quelqu'un mentionnait, il y a un avant et un après réfugiés syriens à Québec, mais il y a aussi une certaine forme de avant et après fusillade à la grande mosquée de Québec. Donc on va se souvenir de quelques éléments donc, de cette tragédie-là, vous présenter quel type de collecte de données on a réalisé pour documenter finalement l'intervention qui a été menée à la suite de ça, vous décrire finalement ce qui a été fait, les forces et les lacunes qu'on a pu identifier dans ce processus d'intervention et quelques suggestions pour le futur, espérons inutilement, dans le sens où souhaitons qu'il n'y ait jamais d'événement qui requiert à nouveau ce type d'intervention. Donc, il y a un peu plus de 2 ans, survenait à Québec une fusillade dans le Centre culturel islamique de Québec, la Grande Mosquée de Québec, par une soirée de prière, dans une ville, la ville de Québec, qui connaît assez peu d'homicides habituellement, une moyenne d'à peu près 4 homicides par année depuis la dernière décennie, mais la plupart de ces homicides-là sont généralement reliés à des drames familiaux ou encore à la question de criminalité organisée, mais ce type de crime-là n'avait bien sûr n'était jamais survenu à Québec. Un premier massacre donc de cette nature-là qui a fait 6 morts, 5 blessés graves et de multiples personnes blessées psychologiquement et socialement. Un autre élément qui caractérisait de manière un peu particulière cet événement-là, c'est évidemment le caractère raciste, donc un Québécois natif, identifié, si on veut, à la culture dominante, qui a perpétré cet acte-là contre une population musulmane, contre des pratiquants musulmans dans un lieu de culte, et dans une ville où les intervenants qui allaient devoir accompagner les familles et les personnes blessées, touchées, étaient presque tous associés à la culture dominante. Donc, il y avait cet élément-là interculturel et assez particulier également et qui a affecté les intervenants dans cette dynamique. Et finalement, la forte médiatisation de cet événement-là, en 2017, la nouvelle, tout ce qui tourne autour de cet événement a été la nouvelle la plus relayée au Canada pour toute l'année. Donc, il y avait donc un battage médiatique immense autour de ça qui entretenait, si on veut, d'une certaine manière, le traumatisme ou l'événement vivant au quotidien là, alors que des familles étaient dans la souffrance. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a souhaité documenter finalement, recueillir, dresser un portrait de ce qui a été fait à l'initiative du CIUS de la capitale nationale pour donc accompagner dans cette tragédie-là les personnes touchées. Grâce à un petit budget qu'on a obtenu de l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval, on a pu, à l'aide aussi d'étudiants, réaliser une recension des écrits sur les interventions sociales réalisées dans des événements du type au Québec ou en Amérique du Nord, interviewer en détail 8 gestionnaires qui ont été impliqués directement au sein du CIUS et auprès des équipes d'intervenants, 8 intervenants du centre d'assistance, on va le voir qui a été la première phase d'intervention dans les 3 premières semaines suivant l'événement, 7 intervenants de la cellule d'intervention mobile
qu'on va voir sera la seconde phase d'intervention pour les 9 semaines qui suivent le centre d'assistance, et d'interviewer également les psychologues responsables du SAPSIR, qui est le service d'aide psychologique spécialisé aux immigrants et réfugiés qui exerce dans la ville de Québec. Donc, avec tout ce matériel-là, on a donc tenté de, voilà, surtout de manière assez descriptive, recueillir toute cette expérience-là assez inusitée pour la province de Québec et d'en tirer quelques leçons. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Qu'est-ce qu'on peut faire ressortir comme stratégie d'intervention qui est aidante? Donc, de manière descriptive, vous expliquez que les interventions ont débuté dans la nuit où est survenu le 29. Donc, l'événement est survenu vers 8 h, entre 7h30 et 8 h le soir. Et quelques minutes suite à l'événement, donc les forces de l'ordre ont été interpellées et quelques minutes ensuite, les mesures d'urgence ont été déployées, la police et les personnes qui se trouvent sur les listes d'intervenants à contacter en situation de drame de ce type ont donc été mobilisées sur place et ensuite dans ce qui aura été la première, l'embryon, si on veut, de centre d'assistance qui était au centre sportif de Sainte-Foy. On va y revenir. Donc, pour les 3 premières semaines d'intervention à partir de la nuit de l'événement, a été mis sur pied ce qu'on a appelé le centre d'assistance, qui est un lieu physique qui va loger dans le bâtiment, dans le Jeffrey Hill, donc dans un lieu aussi géographique qui a été jugé approprié en raison de la proximité avec le lieu de l'événement et avec le lieu de résidence d'une bonne partie des victimes directes et indirectes de l'événement, à peu près à 5 km, je pense, du lieu, donc pas immédiatement proche, mais quand même. Ensuite de ça, a commencé à germer dès la 2e semaine l'idée d'une nouvelle structure d'accompagnement qui allait éventuellement se transformer en cellule d'intervention mobile qui a pris le relais pour environ 2 mois. Et c'est ces 2 phases-là que je vais vous décrire un peu plus en détail aujourd'hui. Il y a également une 3e phase qui a pris le relais pour vraiment un plus long terme et qui est d'ailleurs encore en cours, mais cette période-là n'a pas été documentée par notre petite collecte d'informations. Donc, c'est surtout l'installation des services, la première nuit, l'installation du centre d'assistance et de la cellule d'intervention mobile que je vais vous décrire. Dans le centre d'assistance, il y a 73 intervenants qui ont eu un rôle à jouer à un moment ou à un autre. Pour certains, c'était pour un seul corps de travail, mais pour d'autres, ça a été pour plusieurs semaines. Donc, ça a été très variable, si on veut, le degré d'investissement de chacun. Et 374 personnes ont été reçues et ont reçu des services dans la phase du centre d'assistance. Lorsqu'on a transitionné vers la cellule d'intervention mobile, on a constitué une équipe de travail que je décrirai un petit peu plus tard, composée de 6 intervenants et qui a suivi les familles les plus directement affectées et qui avaient besoin effectivement d'un soutien à plus long terme dans leur vie quotidienne. Donc, 70 personnes ou familles ont été suivies à travers la cellule d'intervention mobile et parmi ceux-ci, une certaine portion ont été soutenues à plus long terme à travers les interventions de proximité par la suite. Donc, si on revient à la première nuit, lorsque l'événement est survenu, 2 lieux distincts ont été ciblés pour diriger les gens qui étaient soit des victimes directes, soit des victimes indirectes. Les blessés, les personnes qui avaient été atteintes littéralement là, par balle, ont été dirigés dans un hôpital, alors que les personnes qui avaient été également blessées, qui étaient présentes sur place, qui avaient pu être témoins directs de l'événement, vivre un choc certain, ont été réorientés dans 2 autres hôpitaux. Donc, il y a 3 hôpitaux qui ont été concernés par l'accueil de gens
cette nuit-là. Et de manière très rapide, les travailleurs sociaux, psychologues notamment, ont été dépêchés dans ces différents hôpitaux-là pour, sous la formule d'intervention de crise, être capables d'accueillir, de soutenir, surtout d'écouter la souffrance des gens et d'être présent auprès d'eux et éventuellement de répondre à certaines questions qui émergeaient. Parallèlement à ça et en même temps, a été mis sur pied ce qui a été finalement l'embryon du véritable centre d'assistance au centre sportif de Sainte-Foy, à l'Aréna de Sainte-Foy, où d'autres proches, dont les familles n'étaient pas nécessairement des blessés ou des témoins, mais d'autres gens qui ont été soit des témoins indirects, qui ont été affectés de manière assez près par l'événement, ont été dirigés à cet endroit-là, où il y a également eu des travailleurs sociaux et psychologues qui ont été dépêchés pour la même chose, accueillir ce que les gens avaient à exprimer à ce moment-là. Et dès le matin suivant, dans la deuxième journée, on a donc, au fil des heures, décidé d'ouvrir un lieu qui allait loger au Jeffrey Hill, qui est un hôpital anglophone qui couvre la population anglophone de la ville de Québec, où se trouvait déjà la clinique santé pour réfugiés, où se trouvait déjà également le SAPCIR, le service d'aide psychologique spécialisé aux immigrants et réfugiés, et où on reconnaissait déjà aussi une expertise générale par rapport à la diversité, etc. On a pris la décision de contacter le SAPCIR, que je vous ai nommé à plusieurs reprises, pour qu'il joue un rôle central dans l'accompagnement de l'équipe qui allait se mettre en place et dans la structuration des interventions qui allaient se développer. Organisation des duos d'intervention, donc ça c'est une décision qui a été prise dès la deuxième journée, mais qui est finalement le jour 1 d'intervention, que toutes les interventions, dans la mesure du possible, on allait valoriser qu'elles soient faites à deux. D'une part, pour protéger les intervenants par rapport à la dureté, si on veut, de la situation, à l'acuité du drame qui se passait, et pour être complémentaires, c'est-à-dire combiner des intervenants sociaux, travailleurs sociaux ou psychologues du SUS, mais aussi des intervenants du CAVAC, qui sont les centres d'aide pour les victimes d'actes criminels, qui possèdent des informations et sont les gens qui permettent aux victimes d'accéder aux indemnités pour les victimes d'actes criminels, l'IVAC, donc d'accéder à l'IVAC. Donc d'un seul coup, si on veut, on accélérait le processus d'accès aux indemnités de l'IVAC et on amorçait un processus de soutien, d'accompagnement auprès des personnes touchées. On a commencé à départager les rôles des uns et des autres. Pour la suite des choses, dans le centre d'assistance, donc qui logeait dans un lieu physique, où principalement on s'attendait à ce que les gens viennent sur place, on s'est aperçu rapidement que ça posait des défis particuliers, notamment auprès des femmes, où pendant les 2-3 premières journées, aucune femme n'est venue chercher du soutien. C'était plutôt les hommes qui venaient, et notamment s'informer comment elles pouvaient soutenir leur conjointe. Et bon, ils se sont aperçus avec l'expérience que c'était notamment lié aux stratégies, si on peut dire, qu'ils adoptaient pour vivre le deuil, où les femmes étaient plus interpellées à demeurer à la maison pour accueillir la visite, recevoir les visiteurs qui venaient justement apporter leur soutien, leur sympathie, la nourriture, etc. Donc, ils ont assez rapidement compris qu'ils devaient eux aussi se déplacer et faire des visites. Donc, ils ont rencontré plusieurs défis dans les aspects logistiques, notamment par rapport à la déclaration de l'état de sécurité civile, qui est une condition très particulière lorsque survient un désastre, une tragédie au Québec, et où la chaîne de commandement et de prise de décision est fortement altérée ou modifiée par rapport au fonctionnement normal des choses. Et comme ça a été déclaré environ 48 heures après l'événement, ça a entraîné beaucoup de confusion dans qui détenait le leadership des décisions et des décisions dans les premières heures qui ont suivi.
Le choix des gestionnaires a été aussi un enjeu, et le fait de choisir un gestionnaire qui était plus relié aux aspects administratifs et un gestionnaire qui était plus lié aux aspects cliniques, donc pour être capable de couvrir l'ensemble des aspects. Mécanisme de tenue de dossier, ce qui peut paraître anodin, les éléments contextuels toujours importants. À ce moment-là, le Jeff était en période d'insertion dans le CIUS, hein, c'était en 2017. Donc, nouvellement intégré au sein de la structure administrative du CIUS, et ce qui a fait en sorte que les intervenants ne pouvaient pas accéder au matériel informatique. Donc, il y a eu, et ça n'avait pas été réfléchi ou pensé de la sorte, mais il y a eu une impossibilité pendant toute la durée du centre d'assistance et de la cellule d'intervention mobile de pouvoir... Non, cellule d'intervention mobile, ça s'est résorbé parce qu'on a déménagé. Mais pendant cette phase-là, impossibilité de tenir des dossiers informatisés. Donc, on a dû créer un système de fichiers papier pour procéder. Une série de défis rencontrés sur le plan de l'intervention. On s'est basé sur des interventions principalement reliées à tout ce qui touche autour de l'intervention de crise, l'intervention de proximité et interculturelle. On cherchait surtout dans cette période-là à accueillir les personnes et à offrir de l'écoute, à répondre aux besoins les plus urgents. On a compris que chez les familles, les femmes ou les hommes touchés à ce moment-là, et chez les familles qui avaient vécu un décès, pour plusieurs, il y avait un enjeu de subsistance très important, immédiat, dans le sens où ces gens-là perdaient leurs revenus. Pour la plupart, c'était l'homme qui était pourvoyeur au sein des familles et les femmes ne travaillaient pas. Et là, il y avait une perte de revenus immédiate. Donc, dans plusieurs cas, les femmes ne possédaient pas de permis de conduire, ils n'avaient plus la capacité de déplacer leurs enfants à l'école, aux activités parascolaires. Donc, il y avait des besoins en termes de transport, en termes d'accès à l'alimentation, en termes d'accès à des billets pour absence médicale. Donc, on a vu être capable de mettre les enfants en camp de jour. C'était à l'approche un peu de la semaine de lecture, la semaine de relâche à l'hiver. Comment pouvoir défrayer. Donc, il y a eu tout un travail de gestion des besoins très terre à terre pendant cette période-là pour assurer la subsistance et faciliter autant que faire se peut le processus de deuil. Autrement dit, entraver le moins possible le processus de deuil dans un contexte de tragédie de la sorte. On a passé graduellement à la 3e semaine vers la formule de cellules d'intervention mobile, où là, on a vraiment constitué une équipe plus restreinte avec, on a tenté de cibler des personnes, des intervenants sociaux, 3 travailleurs sociaux, 2 psychologues et un organisateur communautaire qui avaient particulièrement d'expérience en contexte interculturel, donc des gens qui avaient déjà, dans leur parcours professionnel, pas mal de vécu par rapport à l'interculturel. 3 gestionnaires ont été reliés, ainsi que toujours l'accompagnement des psychologues du SAPCIR qui faisaient du coaching en continu, du coaching, c'est-à-dire transmettre des éléments de formation, consulter lorsqu'on a des situations qui nous embêtent, sur lesquelles on n'arrive pas à prendre des décisions ou des... Et du débriefing, donc également de l'accompagnement des intervenants pour ventiler sur cette expérience-là qui était quand même très, très, très lourde. Je vais avancer peut-être les forces observées. Bon, la co-intervention, force majeure, le coaching et le debriefing offert par le SAPCIR qui ont une expertise très approfondie, très spécialisée sur l'interculturel, très importante. Par rapport, vous pourrez revenir sur le PowerPoint après, sur d'autres forces qui ont été observées, mais mentionner aussi quelques lacunes. Un des problèmes majeurs, c'est que, aussi invraisemblable que ça puisse paraître, les intervenants sociaux qui ont été impliqués dans le centre d'assistance n'ont pas été dégagés de leurs tâches régulières. Donc, ils ont dû composer avec un engagement presque à temps plein auprès des victimes en conservant leur... ils étaient autorisés, si on veut, à consacrer leur temps, mais ils devaient assurer un suivi tout de même à leur caseload habituel, pour utiliser des mots un peu... Donc ça a entraîné un épuisement majeur chez beaucoup d'intervenants, psychologues, travailleurs sociaux. Certaines nous ont dit avoir frôlé la catastrophe.
avoir compris après ça qu'elles devraient, dans une expérience ultérieure, prendre davantage soin d'elles parce qu'elles ont été énormément surchargées. Un des facteurs qui a mené à ça, c'est le fait que et le centre d'assistance et la cellule d'intervention mobile, lorsqu'elles ont été mises sur pied, on n'avait pas d'échéancier, on voulait observer la situation telle qu'elle allait évoluer. Donc, on estimait que ces instances-là allaient durer moins longtemps et que les gens allaient retourner à leurs activités habituelles plus rapidement. Donc, dans les deux cas, les processus se sont un peu plus étirés, mais les gens, donc une seule intervenante sociale, s'était vue dégagée entièrement de son rôle antérieur, alors que tous les autres faisaient double emploi, si on peut dire d'une certaine manière. Donc ça a été un des problèmes absolument majeurs, des problèmes de l'ordre de la communication aussi, et peut-être, là, je sens le 0 minute approcher, donc la lacune aussi principale, c'était qu'il n'existait pas de plan sur comment on démarre une structure d'intervention dans une tragédie de ce type. Et la littérature est bien éloquente au fait que c'est indispensable dans une structure, dans un réseau de la sorte, d'avoir un plan qui donne des balises sur comment les communications doivent fonctionner, comment les rôles doivent être répartis, comment les collaborations doivent opérer et comment on peut libérer des intervenants pour se consacrer à ces tâches-là. Pour le reste, selon vos questions.